Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce partage d'expérience sur la spiritualité. J'avais envie de vous donner un petit peu mon point de vue puisqu'il y a quelque chose qui quand même m'a sauté aux yeux et m'a fait réfléchir ces derniers temps. C'est le fait qu'on ait de plus en plus accès à l'information. Bien sûr, c'est un bénéfice puisque on peut aller voir des traditions auxquelles on n'avait pas accès avant, des pratiques spirituelles, de bien-être énergétique, qui sont tout à fait favorables pour notre développement, mais aussi parfois avec cette vulgarisation au détriment de la qualité. Et comme on voit à travers les médias, la radio, la télévision, les livres qui sont aujourd'hui foison, eh bien c'est que l'essentiel est souvent laissé de côté. C'est pas une critique puisque je pense que c'est très bien de diffuser l'information et que évidemment pour un grand public, en tout cas pour des personnes qui sont, on va dire, débutantes, on peut pas parler en termes trop compliqués, on peut pas non plus aller chercher des choses trop loin de leur propre expérience, parce que sinon tout simplement ça ne va pas les intéresser. Et ça, comme ça ne leur parlera pas, eh bien elles vont peut-être laisser quelque chose d'important pour elles de côté, et ça serait dommage. Donc effectivement, partager quelque chose de manière simple, c'est très bien. Mais au bout d'un moment, c'est tellement redondant qu'on peut se dire, est-ce que finalement c'est si intéressant que ça ? Je pense que quand on a un petit peu plus d'expérience et qu'on a envie d'approfondir les choses, on se rend compte qu'il y a beaucoup de partages qui finalement sont toujours les mêmes et on n'a pas la possibilité d'approfondir quoi que ce soit. Pourtant, les traditions qui sont souvent plurimillénaires ont exploré toutes les questions humaines et ont apporté des réponses vraiment très pratiques, très concrètes et qui permettent à l'individu de retrouver son essentiel. Alors, il y a plein de pièges, il y a plein d'obstacles bien sûr à l'évolution, mais il y a aussi plein de facteurs favorables. On va voir un petit peu quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, de la base à une expérience plus évoluée, et puis aussi quelles sont les choses qui nous sont vraiment propices pour notre développement. Alors, comme je disais, toutes ces tendances New Age un petit peu peuvent nous perdre, puisque on est dans un flot d'informations quotidien, incessant. On peut avoir l'impression que tout se vaut. Et finalement, ceci ou cela. Alors on se dit que finalement dans ce flot incessant d'informations, tout se vaut. Et comme il y a une émergence de pratiques tout le temps, eh bien on va choisir probablement un petit peu au hasard, puisqu'on ne connaît pas. Mais justement, est-ce qu'il y a un hasard ? Je pense qu'on expérimente ce qui nous correspond et ce qui nous est nécessaire. Donc au fur et à mesure qu'on expérimente, on va se rendre compte quand même qu'il y a des choses parfois, si le professeur est un petit peu envolé, qui nous parle de tout le temps, de lumière, d'amour, de partage, mais que lui-même est hyper stressé, agressif, et puis ne sait pas répondre aux questions, on peut se dire qu'il y a un petit peu une dichotomie, il y a un peu une scission entre la réalité qu'il évoque et celle que lui-même manifeste. Donc ça, c'est quand même un premier critère. Si on a l'impression que la personne qui nous partage soi-disant une expérience spirituelle n'est pas dans cette expérience, peut-être qu'il faut aller voir ailleurs. Après, la chose aussi, c'est que de toute manière, ça ne va résonner que si nous-mêmes, on a plus ou moins conscience, même si c'est seulement en germe et que c'est en train d'éclore, de cette réalité. Et il y a quand même une certaine intuition au fond de nous qui va nous pousser à telle rencontre ou à telle autre. Et donc il faut se faire confiance un petit peu. Et quand on a une intuition comme ça qui nous dit peut-être que cette pratique m'irait ou peut-être qu'il faut que je fuis ce genre d'activité, eh bien c'est quelque chose qu'il faut écouter. Mais bien sûr, parfois il faut tomber dans certains pièges pour pouvoir en sortir. Donc ça dépend de l'expérience de chacun. En plus, il y a le problème du langage. C'est-à-dire que nous, dans notre éducation, dans notre façon d'être, on a tendance à se fier aux mots.
notamment avec le scientifisme actuel qui s'assoit simplement sur du langage, hein, comme beaucoup de choses. Ça va nous faire croire que la réalité, ce sont les mots. C'est-à-dire, par exemple, si je vous dis cette voiture est jaune, vous allez regarder la voiture, vous allez dire effectivement cette voiture est jaune. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, je le dis en français. Donc ça veut dire que dans d'autres langues, peut-être que la manière de l'exprimer sera différente. Et puis moi, ce que j'évoque comme couleur, ça n'est peut-être pas la même que la vôtre. Bien sûr, on pourrait évoquer par exemple une personne daltonienne, mais simplement, de toute manière, l'œil de chacun ne voit pas les couleurs de la même manière. Donc, mon jaune n'est pas votre jaune. Et puis moi, ce que j'évoque comme voiture, c'est peut-être quelque chose qui va avoir trait pour moi à quelque chose d'utile, de pratique, qui est nécessaire pour mon travail, pour faire mes courses. Mais peut-être que pour vous, si vous êtes amateur de voitures, c'est peut-être quelque chose, un objet de collection. Et donc c'est peut-être plutôt quelque chose lié au plaisir, aussi par rapport à la conduite, le fait d'être bien au sein de ce véhicule. Et donc vous allez voir que finalement, si on parle ensemble de ce qu'est la voiture, on va se rendre compte que finalement notre avis, notre impression de cet objet n'est pas du tout lié à la même définition. Et donc il y a cette subjectivité qui est un travail sur et en rapport avec l'expérience. Donc c'est ça aussi le problème, c'est que lorsqu'on partage au sujet de la religion, au sujet de la philosophie, au sujet de certaines activités d'évolution spirituelle, eh bien on voit qu'il y a quand même l'obstacle, la barrière du langage. Et par exemple, si vous avez pu voyager et rencontrer des personnes, des bouddhistes, des moines zen, des moines taoïstes, des personnes des Indiens d'Amérique, des chamans, etc. Eh bien, il y a toujours un petit peu cette barrière du langage. Si on essaie de comprendre avec la tête, eh bien, on se retrouve très rapidement limité. Et c'est la même chose en fait avec tout ce qui est connaissance, c'est que souvent on part du mental et de l'interprétation des choses. Donc on va donner une signification à ce qu'on entend ou à ce qu'on lit, et c'est souvent à côté de la plaque. Des années après, on se rend compte qu'on n'avait pas compris. Et c'est ça en fait aussi un des grands obstacles. C'est que souvent on met la connaissance en avant et on dit voilà, je vais me former avec telle personne, je vais lire tel livre, j'ai écouté telle vidéo, et ça va, j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai intégré, j'ai tout compris. Non, la compréhension ne se fait pas par la tête d'abord. Elle se fait avec les tripes, avec le cœur et ensuite avec la tête. Mais si c'est l'inverse, si ça vient du haut et qu'ensuite on a l'impression de l'avoir ressenti, eh bien souvent c'est filtré par tout un ensemble de structures mentales et donc en fait finalement on n'a rien compris. L'expérience, ça se vit et c'est tout. L'éveil, la spiritualité, c'est une question de vivant. C'est dans le corps, dans l'énergie. Et ça peut donner lieu à une certaine connaissance. Et donc à propos de cet apprentissage, il y a, je pense, beaucoup aussi d'amalgame, d'incompréhension et de raccourcis. Bien sûr, effectivement, on peut dire, comme beaucoup de personnes l'énoncent, on a tout en soi. La connaissance, elle est là, elle est présente. C'est normal, réfléchissez un petit peu. Toutes les expériences qui ont donné lieu à des découvertes majeures, par exemple l'électricité, la transmission d'informations à travers les ondes, la possibilité de développer une énergie pour les moyens de transport, ce sont des découvertes essentielles. Mais si elles n'avaient pas préexisté à leur inventeur, si la possibilité, c'est-à-dire le potentiel dans notre univers, n'avait pas préexisté à l'assemblage sous forme intellectuelle et ensuite sous création matérielle, si ça n'avait pas existé avant la concrétisation, est-ce que ça aurait pu donner lieu à quelque chose? Est-ce qu'une chose qui n'existe pas peut d'un coup apparaître? Non. Donc ça veut dire que les idées viennent de quelque part. Elles viennent d'une forme de réalité non manifestée. Et donc, en fait, effectivement, cette connaissance non manifestée, elle est partout.
On peut dire qu'elle est en nous, mais en fait, elle ne nous appartient pas, et ça, on en parlera tout à l'heure. Mais elle est déjà présente. Sauf que c'est un raccourci. Et si on prétend que tout le monde peut avoir accès à cette information de manière aisée, directe et sans effort, je pense que c'est un leurre. Alors peut-être, effectivement, il y a des personnes qui directement rentrent dans ce contact à la réalité et directement ont l'information. Mais c'est leur expérience. Il ne faut pas faire d'un individu une généralité. Et je pense donc qu'il va falloir fournir souvent un certain effort pour évoluer. Et parmi les choses que l'on peut faire et que l'on doit faire, c'est aller à la rencontre du monde et notamment des personnes autour de nous. Alors ça, c'est quand même une certaine forme d'humilité parce qu'on nous dit aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'enseignants. Et même on le voit hein, dans l'éducation scolaire, l'attitude un petit peu malheureuse des jeunes gens, c'est de rejeter l'expérience de l'enseignant et de dire qu'il a tort, que ce qu'il dit est faux et qu'eux-mêmes ont plus d'expérience que cette personne. Et d'affirmer quelque chose sans fondement. Voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu dans l'air du temps, mais qui nous fait travailler tous, hein, bien sûr, un certain karma. Et donc, c'est vrai qu'il y a une certaine défiance par rapport à l'autorité du professeur, par rapport à l'autorité de l'enseignant. Et même, on va parler un petit peu de gouroutisation et de l'expérience du maître et du disciple comme quelque chose, voilà, à bannir complètement. Il faut fuir toute forme de subordination. Effectivement, on sort d'une société où l'autorité était tellement forte et donc l'expérience d'un certain paternalisme nous menait à une sorte d'esclavage par rapport à la hiérarchie. Donc on a essayé de casser un petit peu tous ces codes, notamment par rapport à la religion, mais en même temps on est sorti de ces structures et on n'en a pas remis à la place. Donc en fait c'est pour ça que c'est un petit peu le chaos. C'est parce que en fait on est complètement libéré des anciennes structures, mais on n'a plus de cadre, on est hors cadre. Donc du coup, c'est un petit peu chacun pour soi et chacun fait ce qu'il veut et on n'a plus conscience de l'autre. On ne peut pas vivre ensemble si on n'a pas un certain respect, et donc c'est-à-dire certaines règles. Et c'est pour ça que le travail sur soi va mener à l'autre. Parce que grâce au miroir qu'il me tend, je vais pouvoir trouver par réflexion des aspects de moi-même que j'ignore. Et c'est pour ça en fait que le maître, que l'enseignant a une très grande importance sur notre cheminement. Et donc si je me défie tout le temps de la personne en face de moi, en fait finalement la personne ça peut être aussi une situation. C'est-à-dire la personne ce qu'elle incarne c'est la réalité. Donc ça peut être une situation sans individu, ça peut être dans la nature, ça peut être en ville, ça peut être face à soi-même. C'est la situation, ce qu'elle propose comme révélateur de soi-même. Et c'est ça en fait que la personne d'expérience va pouvoir nous aider à traverser. Ce sont les expériences de nous-mêmes. Un bon enseignant va nous permettre de faire à la fois notre propre cheminement, mais de nous guider, c'est-à-dire de nous permettre d'aller un peu plus vite ou en tout cas d'éviter certains pièges. Et en général, c'est vraiment très important puisqu'il y en a tellement en soi. Et comme je le disais au départ, comme on part de quelque chose qui est très dualisé, très individualiste et très bloqué, on va avoir du mal à sortir un petit peu de ces tréfonds, un petit peu noirâtres, marécageux. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour nous tendre la main, nous montrer un petit peu d'autres possibilités, d'autres horizons, et bien souvent on va s'enfoncer. Et c'est pour ça que c'est vraiment, à mon avis, à mon sens, vraiment stupide de rejeter l'essentiel que nous propose le maître, l'enseignant. Donc tout ce qui est formation, tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est lecture, moi j'encourage vraiment les personnes à se plonger dedans, aller vraiment vers cet autre que soi, pour pouvoir ouvrir son univers et aller à la rencontre finalement à travers ces expériences des choses qui sont aussi soi, mais en l'autre. Si on reste refermé, rabougri sur son petit individu, on ne pourra jamais découvrir l'aspect spirituel des choses.
Et donc, voilà, il faut faire un petit peu son cheminement entre toutes les possibilités qui nous sont fournies aujourd'hui, qui sont pour une partie superficielle et pour une autre un peu plus profonde, plus aboutie. Eh bien, il va falloir un petit peu naviguer en eau trouble et faire soi-même sa propre expérience. Et donc, c'est ça en fait. Effectivement, faire ses propres choix, ça ne veut pas dire rejeter ce qui est autre. Ça veut dire plutôt, à mon avis, aller à la rencontre de l'autre et en soi-même, en conscience, trouver pas à pas ce qui va convenir à une évolution permanente. Et ce mouvement de vie, cette façon de grandir est vraiment aussi liée à cette humilité de reconnaître que la richesse n'est pas que en moi, elle est partout. Et finalement, ça mène à un autre point. Quand je dis la richesse est en moi, j'attribue les choses à mon individu. Et en fait, souvent, on dit en spiritualité, il faut se délester un petit peu de l'ego, il faut travailler sur quelque chose de neutre. Oui, c'est tout à fait juste. Mais en fait, comment on peut, en partant de notre individu, vouloir s'en débarrasser? Si on réfléchit bien, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On part de ce qui devrait disparaître pour pouvoir le faire disparaître. Donc ça veut dire que l'ego se suiciderait lui-même. Mais par définition, l'ego c'est ce qui se veut entité autonome, ce qui veut persister. Donc l'ego ne va pas vouloir mourir. Donc on ne peut pas partir de soi pour aller vers le vide. En fait, l'expérience montre, et c'est à vivre et à chercher, c'est qu'il n'y a rien qui disparaît et il n'y a rien qui apparaît. C'est pour ça que souvent, il y a un petit peu ces paradoxes dans les grandes traditions, par exemple dans le bouddhisme ou le taoïsme, où on dit on retourne à la vacuité, et ce, sans effort. Il n'y a pas d'effort individuel à faire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort individuel possible pour retourner à ce grand vide, puisqu'il est indépendant de notre ego. Par contre, il y a un effort individuel pour se placer dans certaines conditions qui vont favoriser l'ouverture. Et comme je le disais, par exemple, aller chercher, faire l'effort d'aller vers les personnes d'expérience, d'apprendre, d'intégrer dans une certaine humilité, ça c'est notre effort individuel. Mais tout le reste ne nous appartient pas. Donc, faire la part des choses, c'est on doit fournir un effort, et c'est pas, ça va pas nous tomber du ciel comme ça, sans rien faire. C'est on travaille, on essaye de relâcher un petit peu les tensions physiques, émotionnelles et psychologiques. On essaye de comprendre, mais en même temps, on se met dans cette modestie où finalement, c'est la réalité qui nous donne, qui nous offre. Et la réalité, c'est nous aussi. Donc, c'est se rendre compte et laisser les choses émerger, retrouver leur place. Petit à petit, chaque chose se remet dans l'espace qui est le sien. Et nous aussi, on va retrouver notre propre espace, intérieur, extérieur, et les deux vont fusionner tout doucement comme quelque chose d'uni, d'un. Et cette chose, cet être, cet essentiel, tout doucement va se reconnaître à la fois un autre individu et à la fois comme n'appartenant pas à notre individu. Et donc, il va rester une certaine dualité, l'ego ne va pas disparaître, mais il va servir cette réalité qui se manifeste aussi dans des états de conscience plus grands que celui de l'individu. Et donc on va pouvoir vivre différentes réalités sans laisser tomber le monde matériel, sans laisser tomber le monde de la dualité, mais on va pouvoir vivre à la fois la grande unité, l'expérience du tout, et l'expérience de l'individu au sein du tout. Les deux vont tout doucement se réunir comme une expérience possible de différentes choses. Et cette multiplicité, c'est ça qui est intéressant dans la spiritualité. C'est qu'il ne faut pas croire qu'on va s'envoler vers le ciel avec des petits angelots et une joie et un amour immense sans corps. Non, on va rester dans ce corps, en tout cas jusqu'à la fin de notre vie. On va expérimenter le ciel, mais à travers la matière. Et c'est cette réunification-là des deux qu'il faut comprendre comme la véritable spiritualité. Je dis véritable spiritualité, je ne sais pas si ça existe, la véritable spiritualité, mais c'est
la façon que je pense véritable de vivre la spiritualité. Et c'est pour ça que c'est très important de partager toutes les activités de yoga, de qigong, de tai chi qui vont remettre dans le corps. Mais c'est aussi important de maintenir l'essentiel à travers ces expériences du corps. Parce que souvent on va mettre en avant le corps, mais de manière intellectuelle, en disant ça me fait du bien, c'est un plaisir de me détendre. Mais en fait la profondeur de ces pratiques est laissée de côté. Tout l'aspect spirituel, tout l'aspect énergétique, tout l'aspect connaissance de soi va être délaissé parce que ça fait mal, c'est difficile. Se rendre compte de certains aspects de soi un peu sombres, ça n'est jamais évident. On préfère être plutôt dans la lumière, l'amour, la joie et tout ça, mais ça c'est vendeur, ouais, effectivement. Mais ça n'est pas la réalité. Il faut accepter les pôles négatifs et positifs ensemble pour pouvoir les réunifier et passer, les transcender. Si on n'accepte pas certains aspects de soi, on ne peut jamais espérer évoluer vers quelque chose de véritablement grand. Et c'est ça en fait, c'est que souvent on parle des aspects positifs et donc de tout ce qui va pouvoir apporter du bonheur, un certain épanouissement, une certaine réalisation de soi, mais on ne parle pas aussi de toute la noirceur un petit peu. Quand je dis noir, ça veut dire plutôt ce qui est inconscient, qui est diffus, qu'on n'a pas forcément envie d'aller chercher. Mais cet aspect-là est aussi très important, très intéressant. Parce que justement, en fait, regardez bien, est-ce que lorsqu'on regarde la lumière, on la voit? Non. Ce qu'on voit, c'est une interprétation de la lumière. Mais la lumière, on ne la voit pas directement. Donc, en fait, la lumière, on la voit par contraste. S'il n'y avait pas du sombre de la nuit, on ne pourrait pas voir la différence avec le jour. Et donc, si on réfléchit bien, c'est ce qui est inconscient qui peut révéler le conscient. C'est ce qui est noir qui peut révéler ce qui est clair. Et donc, travailler sur ces parties ignorées de soi, c'est finalement révéler au conscient tout notre potentiel. Et donc, c'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'il ne faut pas forcément partir vers tout ce qui est clair, tout ce qui est apparent, mais à mon sens, il faut travailler sur ce qui justement ne l'est pas. Tout ce qui est un petit peu diffus, ce qu'on ne peut pas regarder directement. Et ça, si vous regardez les mythes anciens, gréco-romains, ils l'avaient très bien compris. Ils travaillaient vraiment beaucoup sur des choses assez, on va dire, gore, assez sanglantes, des trahisons, de la haine, de la jalousie, et sur des monstres, des labyrinthes finalement qu'ils nous représentent. Et ils avaient tout compris en fait. Travailler sur ça, sur les choses qu'on ne veut pas voir, c'est ça qui va nous révéler vraiment. Et donc la spiritualité, c'est à la fois effectivement s'épanouir, mais c'est prendre tout ensemble pour pouvoir réunifier. Et donc ces énergies-là sont aussi à expérimenter. Mais si on regarde bien, je ne vais pas l'approfondir, mais je vais quand même l'évoquer, c'est travailler sur cet inconscient. Lorsqu'on regarde quelque chose, on le saisit. Par exemple, imaginons, je suis en méditation et d'un coup, j'ai une montée d'énergie et j'ai une compréhension, une belle compréhension. Mon cœur qui s'ouvre et je fais un avec les êtres. Je suis un avec l'univers. Je commence à regarder cette sensation d'unité, cette force cosmique qui a grandi en moi. Et puis, je ressens que je vis une unité. Je vis une unité. Au lieu de laisser l'unité vivre, je m'approprie l'expérience. À partir du moment où je saisis l'expérience, elle disparaît. Même si j'ai encore des sensations d'unité, j'ai déjà perdu. Puisque en revenant sur mon individu, je me sépare, je crée une distance avec la réalité. Et donc, à chaque fois que je vais regarder une chose, je vais la perdre. Et c'est ça qui est très difficile, notamment lorsqu'on débute, par exemple en méditation, c'est de ne pas s'approprier les choses, de ne pas les regarder. C'est pour ça qu'on dit les pensées, on les laisse passer comme des nuages. Ça veut dire simplement que on ne s'approprie pas la pensée. La pensée, elle est là, mais comme toute chose, elle apparaît, elle vit, elle disparaît. De même que tout être va naître, vivre, s'expanser, se flétrir et disparaître. C'est la réalité. Les choses apparaissent, disparaissent. C'est un flot de manifestations et chaque manifestation a son existence et sa mort. Et pour nous, c'est pareil. C'est laisser les choses émerger sans les retenir,
sans essayer de les pousser. Par exemple, quand j'ai, comme je disais, une expérience positive comme ça, vraiment que j'ai envie de développer, non. C'est la laisser émerger, la laisser fleurir, grandir en soi, et puis la laisser disparaître. Et à partir de là, à partir de cette façon d'être, je vais vraiment pouvoir vivre la réalité. Mais dès que je veux entraîner une modification, et c'est ce que parfois certaines propositions nous amènent à faire dans les tendances actuelles, c'est de vouloir garder uniquement ce qui est bon, ce qui fait du bien, ce qui nous est bénéfique, et de vouloir laisser de côté le reste. Mais ça, c'est un vouloir, c'est un je veux. Et donc forcément, il va m'arriver des déboires, puisque je ne serai pas en train de coller à la réalité, mais plutôt en train de m'en éloigner. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est quelque chose dans l'expérience qu'il faut le faire en soi, à travers son propre cheminement. Et le fait que j'en parle n'est pas forcément utile, mais ça peut aussi vous proposer un autre horizon et faire résonner quelque chose d'essentiel en vous-même. Voilà pour ce partage. Je suis vraiment content de pouvoir avoir pu m'exprimer à travers cette vidéo. Et puis, si vous avez envie vous-même de me partager vos expériences, vous pouvez bien sûr le faire dans les commentaires, via le mail ou via Facebook. Je serai vraiment très content également de discuter avec vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt